Tu es peut-être en CDI et tu souhaiterais passer en freelance. Ou pourquoi pas peut-être créer ton agence digitale. Ou tu entends parler de solopreneurs, d'indiepreneurs, de digital nomades. Bref, toutes ces appellations, tous ces termes qui malheureusement n'ont pas forcément toutes les informations au même endroit. Dans cette vidéo, je vais essayer de faire un comparatif qui va te permettre d'avoir une vision claire sur chacun des statuts et surtout les avantages, les inconvénients et le niveau de revenu que chaque statut peut te permettre d'atteindre. Si tu ne me connais pas, moi c'est Chuno Kevin, bienvenue sur ma chaîne. Je suis un développeur full stack, aujourd'hui expert en transformation digitale. Je suis moi-même entrepreneur digital, donc je partage mon parcours digital au travers de mes entreprises, au travers des business que j'ai. Et aussi, je te fais un retour d'expérience direct sur des cas concrets où toi aussi tu peux te projeter. Donc si tu as une passion, une expertise ou même une idée qui te vient à la tête et que tu ne sais pas comment t'y prendre, tu ne sais pas par où commencer, tu peux m'écrire, je verrai ce que je peux faire pour toi pour t'aider à transformer ton idée en un produit digital. Dans cette vidéo, nous allons aborder tous les aspects comparatifs qui te permettront de savoir, en fonction de ton statut actuel, qu'est-ce qui potentiellement pourrait être intéressant pour toi. Donc reste jusqu'à la fin, ça sera un petit peu comme une masterclass, j'espère que je ne serai pas très long, mais tu vas apprendre énormément de choses. Et en bonus, je te dirai même quel type de contenu tu peux suivre pour pouvoir avoir encore plus d'informations sur la catégorie dans laquelle tu as envie de partir. Sans plus tarder, nous allons commencer par le modèle que nous tous on connaît, d'accord, le CDI. Depuis qu'on est petit, on nous dit de manière très simple, fais des études, ensuite tu auras un emploi et tu seras salarié, tu pourras vivre, tu pourras faire ce que tu veux. Bon, on parle principalement du modèle de base qui est le CDI. Donc, dans la tech, il y a deux types de CDI qui sont possibles. Soit tu passes par ce qu'on appelle une ESN ou une SS2I, d'accord, soit tu es chez un client final. Si tu es chez un client final, bah, tu travailles avec le brand de l'entreprise, tu es corporate, etc. Et si tu passes par une ESN, bien sûr, j'ai envie de dire, tu es toujours corporate quelque part. Mais si tu travailles peut-être dans les télécoms, chez un grand groupe télécom et que tu passes par une ESN, ce n'est pas le même schéma. D'accord? Donc, le type de facturation n'est pas le même. Mais, in fine, tu es encore une fois chez le client. Donc, d'un point de vue vie, ma vie, ça ne change pas. Il n'y a pas de différence entre quelqu'un qui est dans une ESN et celui qui est en direct. À la seule différence que, bon, bah, on te considère toi comme un prestataire, on ne te considère pas comme un interne. Donc, tu n'as pas les mêmes avantages, clairement, qu'il y a chez le client. Et en fonction de la sociabilité un peu de tes collègues, tu peux très vite voir un petit peu la différence. Autre chose, c'est que le type de facturation, comment est-ce que ça se passe? Bah, tu signes un CDI avec l'ESN, l'ESN te verse un salaire, mais derrière, elle fait une facture qu'elle donne à ton client final. Et c'est cette facture qui est partagée entre bénéfices pour l'ESN et le paiement de toi, ton salaire. D'accord? Une grande partie aussi part au niveau des impôts, des charges patronales, etc. Mais grosso modo, dans le monde de la tech aujourd'hui en France, un junior toucherait aux alentours de 36 000 euros annuels. On va dire c'est un peu divisé en deux parties, hein. Il y a le concentré qui est l'Île-de-France et puis il y a la province. Donc l'Île-de-France, les salaires sont plus élevés qu'en province. Donc moi, je suis en Île-de-France. Je te propose de te baser sur ces tarifs-là. Donc à peu près 36 000 euros annuels jusqu'à 65 000 pour quelqu'un qui n'a pas forcément une expertise particulière. D'accord? Donc, en fonction de l'expertise que tu as, des certifications, tu peux monter un peu plus et surtout si du poste que tu occupes. Parce qu'un développeur simple et un leader technique, voire un CTO, n'ont pas le même salaire. Donc, c'est à peu près entre 10 et 15 000 euros en moyenne annuellement qui sépare un peu les types de profils. Donc, on peut plus aller de 36 000 peut-être jusqu'à 70, 75 pour des profils qui sont vraiment, vraiment nichés sur des technologies qui sont particulières. Ça, c'est en CDI, je rappelle. Les avantages du CDI, c'est quoi? C'est que si tu veux faire un crédit demain, on te demande un CDI. Si tu veux te loger demain, on te demande un CDI. D'accord? Donc ça, c'est les avantages, clairement, d'un point de vue social, de CDI. D'accord? Et les revenus sont récurrents. Donc même si quelque part, bon,
bah tu ne fais pas grand-chose, tu es quand même payé. D'accord. Bon, on part pas dans cette éthique-là, hein, parce que les augmentations sont souvent inexistantes, hein, pour parler de manière concrète, et souvent on te fait un peu de forcing sur des missions, notamment pour le cas, hein, des SS2I. On a aussi un peu une absence de liberté parce que tu n'es pas forcément celui qui choisit la mission pour finir, parce que on essaie juste de te placer. Donc très souvent c'est un peu contraignant et c'est pas forcément aussi des missions qui te plaisent ou qui sont celles qui vont te permettre de pouvoir faire une meilleure carrière, en tout cas un meilleur parcours. Mais le paradoxe de tout ça, c'est que pour un crédit IMO, par exemple, ce qu'on te dit, c'est que il te faut un salaire assez conséquent, mais avec un CDI qui te fait avoir un salaire bas. Donc, des fois, tu peux gagner même 4 000, 5 000 euros par mois, mais comme tu n'es pas en CDI, tu n'as pas la même capacité d'épargne. Donc, il n'arrive pas à se projeter sur le long terme avec toi par rapport au format de ton contrat. Mais au niveau des revenus, tu peux acheter le double d'une maison actuelle. Donc c'est un paradoxe qui est un peu bizarre, mais malheureusement c'est comme ça que le système est fait. Donc il faut jouer avec les cartes qui nous sont données. Et ce fameux pouvoir d'achat ou cette sécurité de l'emploi dont on parle au niveau du CDI, on la voit de moins en moins aujourd'hui parce que les sociétés ont tendance à licencier pas mal de profils tech. Je rappelle encore une fois que Google, par exemple, a 25% de son code qui est aujourd'hui généré par l'IA. Donc l'arrivée de l'IA met au chômage pas mal les développeurs. Et le monde de la tech en général, actuellement, le climat est très tendu sur le marché. Donc il faut savoir se réinventer, il faut savoir travailler sur des technologies qui sont innovantes. L'IA, c'est aujourd'hui clairement le sujet sur lequel les développeurs doivent aujourd'hui travailler. En tout cas, ils doivent avoir un pied au moins dedans. Parce que dans quelques années, si tu restes à faire du développement tout court, malheureusement, tu risques d'être dépassé. D'accord. Donc, il est important de pouvoir toujours augmenter ses skills, ses compétences pour être vraiment aware au niveau du marché. Donc, c'est très, très, très important. C'est de travailler ses skills. Pas n'importe quelles skills. Vraiment des skills qui sont très importantes pour le marché actuellement. Le freelancing, par contre, lui, on a la notion de TGM, donc le taux journalier moyen. L'un ingénieur en Ile-de-France, confirmé, c'est à peu près 500 euros par jour. D'accord. Donc, ça fait à peu près 10 000 euros de facture mensuelle. Donc, toi qui es payé peut-être 2500 euros, en réalité, tu vaux 10 000. C'est ça la réalité, c'est ça ta facture. Mais ça veut pas dire que c'est ces 10 000 que tu vas encaisser. Enfin, tu encaisserais ça sur ta société si tu es en freelance, mais c'est pas ça qui te reste à la fin, d'accord? Donc c'est ça la réalité. Et quand on voit le gap entre 2500 et 10 000, on se demande tout ce qui est en haut, c'est passé où au fait? Donc une partie est partie dans les poches de la société qui est la S2I, l'autre partie c'est les charges patronales, les impôts, etc. et autres, et pour finir, il te reste 2500. Ce qui veut dire que potentiellement, pour 2500 euros que tu as dans ta poche travailler, tu as potentiellement 2500 euros également qui est parti dans des diverses charges que tu ne verras jamais, d'accord? Donc c'est un pouvoir d'achat malheureusement qui est perdu. En freelance, ce qui peut te permettre de le récupérer. C'est pour ça que tu as des freelances qui mettent pas mal de choses à l'intérieur des charges. Donc ils ont peut-être un véhicule, tu vois que la personne fait le même boulot que toi, elle vient et vous avez la même tâche, mais lui il roule en Range Rover Velar et toi tu prends le métro. Tu dis mais what? Qu'est-ce qui se passe? Ben, en fait, sa Range Rover Velar, même si ça lui coûte 1000 euros par mois, il le passe en charge et puis c'est tranquille. Tandis que toi, tu peux pas enlever 1000 euros dans tes 2500 euros pour dire que bah tu roules en Velar. C'est pas possible. Donc c'est ça un peu la différence au fait. Et c'est ça qui est intéressant dans le modèle aussi de freelancing, c'est que tu peux bénéficier de biens, de services, etc. que tu auras ou tu défalqueras sur ta société et ça augmente ton confort de vie. Donc, c'est vraiment très intéressant. Et du coup, le modèle ici par rapport à ça, c'est que tu es toi, donc tu négocies un TGM avec l'ESN. L'ESN calcule pour être rentable, bah, il te paye toi ta facture et ils envoient une facture au client, donc c'est-à-dire la tienne plus leur reliquat. Ils essaient tous d'être à peu près à 15%, 20% de marge. Il existe un modèle qui est, je dirais, à l'entre-deux, entre le CDI et puis le freelancing. C'est ce qu'on appelle le portage salarial. Donc le portage salarial, c'est le moyen de bénéficier des avantages de retraite et de cotisation comme un CDI, à la seule différence que lorsque tu n'as plus de mission, ça s'arrête. Ça veut dire que
bah, tu n'as plus d'argent, bon, tu factures plus, bah, tu tombes à zéro, quoi. Donc, tu repars au chômage. Donc, c'est un modèle qui te permet de gagner facilement entre 1000 et 1500 euros de plus pour le même TGM en réalité qui est facturé par mois, donc c'est pas négligeable. Donc c'est quelque chose qui peut être un canal par lequel tu peux passer pour pouvoir te gagner un peu plus d'argent, par exemple. Après, tu pourras passer en freelancing, etc. Donc en moyenne, on est plutôt aux alentours de 70 000, 70 000 et 100. Donc c'est ce qui est côté un peu revenu. Il existe différents types, hein, voilà. Il y a la partie digital nomade aussi, on va dire du freelancing aussi. À la seule différence que cette fois-ci, bah, le digital nomade, il y a des critères, c'est que bah, tu es en full remote. Ce sont des gens qui n'habitent même pas souvent dans la même zone géographique que leurs clients. Donc du coup, ils sont peut-être en Inde, ils sont peut-être je sais pas moi, à Taïwan ou je sais pas où, en tout cas sur le globe terrestre quelque part dans un condo. Et puis, ils travaillent à distance, ils ont juste besoin de leur PC et de leur connexion Internet. C'est pas tous les métiers qu'on peut faire comme ça. Le métier de la tech donne cette flexibilité. Et surtout, c'est pas tous les clients qui vont accepter d'avoir un développeur qu'ils ne connaissent pas, avec qui ils ne peuvent pas créer une certaine proximité et qui va travailler sur le sujet. D'accord? Donc, c'est un mode de vie aussi, parce que socialement parlant, très souvent, ce sont des personnes qui sont soit célibataires, soit en couple avec quelqu'un qui est aussi digital nomade, parce que ce sont des gens qui sont obligés d'épouser un modèle qui est très minimaliste afin de pouvoir voyager comme ils veulent et de ne pas être sédentaire. Donc, il faut trouver les bonnes personnes qui ont le même mindset que toi pour pouvoir continuer ce type de vie. Donc, c'est un mode de vie complètement spécial. Donc, côté inconvénient, par contre, c'est que le taux de job est vraiment faible et tout. Après, il y en a qui ont des astuces pour pouvoir le faire, mais moi, j'ai vu que le taux est quand même faible. Donc, c'est pas tous les métiers de la tech qui arrivent à s'insérer dans cette partie-là. Il faudrait peut-être travailler pour certains types de profils d'entreprises qui recrutent justement spécialement des digital nomades. Donc, voici un peu par rapport au freelancing. On va parler maintenant de choses un peu plus sérieuses et plus compliquées. D'accord? C'est le modèle des agences. Donc, moi, j'ai divisé ça en trois. Il y a des agences que j'appelle des agences de people management, c'est-à-dire qu'ils gèrent des consultants. Donc, c'est le business model des ESN, des sociétés de services, c'est qu'ils placent des consultants chez les clients. Et ils partent chercher, bien sûr, le business chez les clients. Donc, pour ça, ils arrivent à prendre en moyenne 30% sur la facture de chaque consultant. Donc, si tu as un consultant qui fait 500 euros de TGM, ils arrivent à prendre à peu près 3 cas par mois, multiplié par 10 consultants, ça leur fait 30 cas par mois. Donc, tu vois que on arrive à certains revenus qui sont assez conséquents très rapidement. Et pour le portage salarial, des sociétés de portage prennent à peu près 6% de la facture. Donc, pour un TGM de 500, ça te fait à peu près 600 par mois. Personne, bah, ça te fait 6 cas par mois. Donc là, c'est plutôt faible. Mais comme c'est que de l'administratif, tu n'as rien d'autre à gérer. C'est que des chiffres comptables et faire le bulletin de salaire de quelqu'un. C'est encore une fois du people management. En plus, tu n'as pas le droit de faire de sourcing, donc tu cherches même pas des missions pour la personne. Donc c'est vraiment pur administratif. Donc souvent on arrive à coupler cela. Donc ESN plus société de portage, comme ça, tout type de profil, tu as les deux. Et puis, il reste chez toi, in fine, c'est de la poche gauche à la poche droite. Donc souvent des ESN ont quelque part aussi, c'est les mêmes qui ont des sociétés de portage. Donc les avantages, bah, c'est la scalabilité facile, hein, parce que tu peux faire de gros chiffres si tu as de bons clients. Les inconvénients par contre, c'est la gestion de l'humain. Les gens n'aiment pas trop les ESN, donc il faudra batailler pour te faire une place sur le marché. Et en plus de ça, bah, il faut aller chercher les clients. C'est très très dur de se faire référencer. Donc je sais pas par où tu vas commencer, mais pour le coup, ça sera dur. Ça sera dur. Voilà, côté administratif et comptabilité, là encore, c'est la panade. Donc, je peux te dire qu'il faut se faire vraiment accompagner sur ça parce que là, c'est compliqué. Il y a ce qu'on appelle le project management, c'est-à-dire quelqu'un a un projet. Toi, tu viens avec tes compétences tech ou les compétences tech de ceux avec qui tu travailles et tu leur proposes de répondre à leurs problèmes. Ça peut être de création de sites vitrines à l'appli startup, ça peut être de l'e-commerce, Amazon, Shopify, etc. Du community management, du media buying, d'accord? Le media buying, c'est quoi? C'est pouvoir gérer le budget publicitaire et la stratégie publicitaire d'une entreprise. C'est aussi simple que ça. Bon, c'est pas très simple, mais tu l'as compris, c'est de l'ADS, d'accord? Et à la partie SEO qui est souvent très négligée, mais
c'est un peu collé aussi à le media buying parce que pour finir, à part la partie technique liée au SEO et la partie trafic, etc., il y a aussi de la pub et de la recherche de mots-clés que tu es censé faire. Donc ça aussi, des fois, c'est payant. En fait, des fois, c'est même payant, j'ai envie de te dire. Donc, il y a tout ça qu'il faut mettre en place. C'est tout un écosystème. Si tu veux, je pourrais te donner un peu plus de détails au travers d'une vidéo. Tu peux laisser un commentaire et je vais me charger de ça, d'accord? Donc, tous les sujets où je passe assez vite, vous pouvez me laisser un commentaire, Kevin, j'aimerais que tu détailles plus tel sujet. Je pourrais le faire au travers d'autres vidéos, il n'y a aucun souci. Voilà, vous pouvez y aller et puis en fonction de mon expertise ou pas, je pourrais le faire. Ou je ferai intervenir des gens qui sont aussi experts dans le domaine pour pouvoir vous faire des retours. Donc, on a à peu près entre 200 cas et les avantages, bah, c'est des projets passionnants, clairement, parce que les clients viennent souvent avec des trucs qui sont intéressants. On a le sentiment d'accomplissement, c'est ça qui est surtout génial, la liberté créative, hein, parce que tu ne fais que créer. Par contre, les inconvénients, alors là, il faut beaucoup de ressources, des ressources humaines, financières, etc. et autres. Tout le monde n'a pas les épaules pour pouvoir faire ça, clairement, clairement, clairement. Et il y a des clients qui sont difficiles et qui n'ont pas le budget. Rien que les sites vitrines là essaient de tomber sur des gens. Ils vont te proposer 200, 300 euros, mais par contre, ils vont t'appeler à 1h du matin pour que tu leur changes 10 000 choses. Et ça, franchement, quand tu prends le ratio énergie, temps passé, plus tout ce qui va à côté technique et l'humain, la personne, tu lui parles, elle comprend rien parce que c'est pas dans son domaine. Très souvent, tu as envie de te tirer une balle. Donc, c'est pas fait pour tout le monde. Il faut vraiment aimer ça. Et souvent, les gens, ils commencent, après, ils relâchent et puis bon, ils basculent. Donc, et surtout, il y a la partie commerciale. Donc, il faut vraiment, vraiment voir cette partie-là. La roadmap et les pénalités aussi rentrent en compte parce que si tu n'es pas efficace d'un point de vue deadline, bah, les clients, ils seront pas contents. Tu vas peut-être perdre des clients, tu auras peut-être des pénalités de contrats, etc. et autres. Donc, c'est vraiment pas top. Ensuite, il y a ce qu'on appelle les centres professionnels de formation. On n'en parle pas assez souvent. On parle souvent d'infoproduits, de formation, d'accompagnement, etc. Mais il existe bel et bien des structures qui sont spécialisées dans la formation. Et en plus, ce sont des formations nichées. Par exemple, des formations Uber, des formations de sécurité et d'incendie. Ils appellent ça comment, le SS quoi là, j'ai oublié. Il y a des formations de secourisme, il y a des formations de sécurité, il y a des formations sur l'événementiel. Vraiment, pour à peu près tous les corps de métier que tu connais, il y a effectivement des centres de formation. Sauf que tu n'en connais pas forcément. Et même ton école où tu as été. Moi, j'ai été dans une école d'ingénieur, bah, c'est un centre de formation en réalité. Donc, il y a des centres de formation, par contre, qui utilisent des avantages fiscaux, des aides de l'État, telles que l'OPCO, etc., qui est de l'argent, des enveloppes allouées spécialement chaque année pour des entreprises. C'est de l'argent gratuit. Imagine-toi que, bon, c'est de l'argent gratuit. C'est pas de l'argent gratuit. D'accord? Mais c'est pour dire que l'entreprise peut utiliser ces aides, ça ne leur coûte rien d'un point de vue financier, d'accord, très souvent. Et par contre, ces sous-là, toi, tu peux les récupérer au travers de ton centre de formation et te faire facturer entre 10 et 20 000 euros pour pouvoir former les salariés des personnes. Donc, si ça t'intéresse, je peux faire une vidéo dessus aussi, comment monter un centre de formation, etc., Calliope, tout ça, etc. Donc, n'hésite pas à m'envoyer un commentaire, ça peut être intéressant aussi. Au niveau du chiffre d'affaires, on est plutôt aux alentours de 500 000, 1 million d'euros, etc. Voilà un peu pour les modèles d'agence. Je pense que j'ai donné quand même pas mal de détails. On va passer maintenant aux indiepreneurs et aux solopreneurs. Alors, là, j'aime bien parce que pour finir, j'ai envie de dire c'est la forme finale de quelqu'un qui est dans la tech et qui quitte le monde du salariat, qui a envie de créer. D'accord? Il crée une startup, il crée un SaaS. Les SaaS, ce sont les logiciels. D'accord? Et il y a ce qu'on appelle les influtech et les conférenciers. Bon, c'est comme ça que je les ai appelés. Bon, c'est toutes les personnes que tu connais qui ont une très très grosse audience et qui partagent leur savoir sur des podcasts. Bon, un petit peu pour finir ce que je fais, mais sauf que moi, je n'ai pas cette audience, d'accord? J'espère que je vais peut-être y arriver. Ça me dérangerait pas de faire des conférences, des podcasts, etc. Mais bon, ça y est, sur la roadmap, on verra ce que ça donne, d'accord? Donc, n'hésite pas à t'abonner, me donner de la force. J'espère que on atteindra des sommets aussi. Et puis voilà. Bref.
Du coup, au niveau des gains, bah, on commence à zéro, hein, clairement. Et tu peux rester à zéro pendant longtemps, hein, malheureusement. Ensuite, bah, si ça explose pour toi, tant mieux. Bah, tu peux faire le million d'euros assez facilement. Donc, il y a eu des personnes, effectivement, où leurs SaaS ont explosé, leurs startups ont explosé, ils ont fait des exits à plusieurs centaines de millions d'euros. Bah, tu les connais, hein, Anthony Bourbon et tous les serial entrepreneurs qu'on connaît, Oussama Hamar, Yomi Denzel, etc. Bon, tu les connais tous à peu près. Donc, c'est ça la puissance au fait de cette liberté qu'ils peuvent avoir, c'est que tes revenus sont exponentiels. Mais tout peut s'arrêter aussi du jour au lendemain parce que ton business peut s'écrouler. Si tu as 1 million d'abonnés sur YouTube et que YouTube est le point d'entrée de ton canal et que ta chaîne YouTube tombe, the game is over. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est assez compliqué. Tes réseaux sociaux, pour finir, sont ta vitrine. Et dès que cette vitrine se casse, pour finir, tu te rends compte que ton business est assez fragile. Donc, les avantages, c'est la liberté géographique parce que tu as besoin. Internet est devenu ton bureau de travail. La liberté de projet parce que tu peux faire ce que tu veux. Donc, tu fais ce qui te passionne. Tes revenus sont sans limite. C'est banco, quoi, tu vois. Donc, tant que tu atteins un certain montant qui est déjà stable, c'est intéressant de pouvoir s'appuyer sur ce socle pour repartir sur autre chose. Par contre, les inconvénients, c'est que tu deviens un esclave numérique. Tu deviens esclave numérique de ton image. Si ton business, il y en a qui ont fait des business, ce qu'on appelle des faceless YouTube channels. Ce sont des chaînes où ils montrent pas leur visage, on les connaît pas, on sait même pas ce qui est derrière, mais pourtant ils brassent 50 000 euros par mois en republiant des trucs quoi, comme ce que tu vois, je sais pas si c'est à ma droite ou bien c'est à ma gauche là, voilà, tu vois. Ça là, tu vois, c'est un truc YouTube. Le mec il a mis un feu et tout, et puis il a fait combien 11 millions de vues en mettant un feu. Voilà. Facebook, et il dit Facebook, YouTube channel, Faceless YouTube channel, le gars il a filmé un feu. Il a mis ça 10 heures de temps. Moi j'ai pris, j'ai mis derrière, et puis j'augmente son CPM, tu vois. Donc du coup, c'est pareil aussi. Et c'est ça, je dirais, les inconvénients, c'est aussi des fois la dépression. Parce que tu te lèves le matin, tu regardes dans les commentaires, il y a un gars qui va venir, il va t'insulter. Gros cochon, là. Tu vois? Et puis, tu es là. Tu te dis, mais j'ai fait quoi? Et tout. Donc, voilà, il y a des haters, il y a des gens, ça peut mal se terminer. Et puis, c'est public. Il y a des gens qui ont envie d'avoir une vie tranquille, sans problème. Donc, c'est pas fait pour eux. Ils peuvent être pas trop la médiatisation. Bon, bref, c'est souvent un peu compliqué. Et si ça se passe mal, tu peux vite finir en dépression si t'es pas stoïque. Et les revenus sont complètement aléatoires. Autant ça pump, c'est cool. Autant tu as une couille, tu descends à zéro. Donc, c'est pour ça que j'ai fait ma courbe comme ça. Maintenant, on va parler un peu plus de stack technique, d'accord? Donc, on va vraiment brosser ça de manière assez rapide. Donc, les entreprises aujourd'hui, elles utilisent surtout de l'Angular, en back, du Java, du .NET, du PHP. Si tu es développeur, c'est ces technos-là. Et les entrepreneurs, startups, ceux qui construisent des SaaS, etc., c'est plutôt du Next.js, du Node.js. On utilise souvent aussi des parties pour aller plus rapidement, notamment dans la création de MVP, tels que Stripe et Upright, qui sont des backends. Hein. Voilà. Et côté IA, on a DeepSeek que moi j'utilise au quotidien aujourd'hui. À cette heure-ci, c'est ce que moi j'utilise. Et après, tu as Gemini, Claude, GPT, ça on les connaît. Mais tu as aussi des SaaS de dev, tels que Lovable Bolt, qui ont poussé et qui font pas mal. Bon, en gros, c'est simplement des forks en ligne qui te permettent de coder avec de l'IA, d'accord. Donc, pour moi, il n'y a aucune révolution. Hein. C'est juste que les gens ils ne s'y connaissent pas. Donc, du coup, on met un SaaS en place et puis ils s'excitent un peu dessus. Donc, moi, c'est intéressant, mais pour finir, côté révolution, il n'y a pas grand-chose. Je veux pas tirer à boulet rouge sur eux. C'est très bien ce qu'ils ont fait, l'équipe de Stack Builds et tout, Stack Blitz et tout, mais côté innovation, je trouve pas ça très innovant, tout simplement. Parce que bon, bah, t'as ton fork de VS Code, t'as Cursor, encore une fois, c'est encore, tu vas installer ton modèle ou le lien avec tes clés API pour aller taper et puis tu te fais allumer sur les tokens au niveau du prix. DeepSeek, quand ils sont venus, ils sont tellement moins chers. Au moins, ça coûte un peu plus moins cher déjà d'utiliser des tokens IA. Donc, si tu t'y connais pas et que tu as envie encore une fois que je fasse une vidéo sur ça, n'hésite pas à me dire en commentaire. Je vais faire une vidéo tutoriel. Je suis aussi dans l'IA, hein, donc on va en parler de toute façon sur cette chaîne. Ça sera très intéressant. Donc voilà un petit peu.
Et je me suis amusé à faire un petit graphe comme ça. Bon, est-ce que c'est un graphe? Je sais pas. C'est pour essayer de voir au niveau des revenus annuels vis-à-vis de la liberté, un peu comment se place un peu ce qu'on a dit là. Pour moi, l'indipreneur, c'est celui qui se rapproche plus de la liberté qu'autre chose. Et les centres de formation, agences, etc., ils sont un peu moins. Ceux qui sont moins libres, bah, c'est le CDI et le freelance. Le CDI, il est complètement pas libre du tout. Et au niveau des revenus, c'est le plus bas, hein, clairement. Le freelance, ah tiens, je l'ai mis carrément à 5K. Pour moi, c'était mensuel. Bon, je vais le mettre plutôt là. Ça fait plus sens. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Mais aussi, il y a une autre chose qui est importante, c'est que c'est pas parce que tu fais de gros revenus que ça veut dire qu'il reste beaucoup de choses dans ta poche. D'accord? Donc, la marge. La marge, aujourd'hui, tout ce qui est agence digitale, start-up, etc., je dirais que on est plus aux alentours d'ici, hein, clairement. Les centres de formation sont plutôt là. Les indipreneurs, la marge, ils ont des coûts qui sont tellement faibles que la marge, elle est excellente. Les freelance, bon, bah, je dirais à peu près comme ça, hein, voilà. Et par contre, les agences digitales, les startups, la marge, c'est pas terrible. Parce qu'ils ont de grosses charges. Donc voilà, CDI, je sais même pas où mettre. Franchement, je sais pas. Bon, quelque part là. Voilà. Et la pénibilité, bah effectivement, cette partie-là, c'est vraiment terrible. Côté pénibilité, en toute honnêteté. Voilà. Enfin, petit bonus. Je te donne pour moi les chaînes YouTube à suivre, que moi je suis en tout cas au quotidien. Donc au niveau des SaaS, on a Marc Lou, on a Levelcio. Levelcio, lui, il a créé une centaine de SaaS et tout. C'est très intéressant. SaaS University qui nous présente pas mal d'idées de SaaS, intéressant. Côté dev, IA, voilà, on a Melvings, hein, c'est ça, MyCoder. On a Liam Otley. Je te dis que à l'intérieur, je te cache pas, il y a des chaînes, c'est en anglais, hein, c'est full anglais. Donc toi qui veux te lancer dans la tech, tu as plutôt intérêt à avoir un anglais assez pointu. Mais ce qui est intéressant, c'est que bon bah écoute, c'est le moment. Hein. Donc si t'es nul en anglais, va t'abonner à une de ces chaînes et tu verras que ton anglais va s'améliorer. Même si tu comprends rien au début, c'est pas grave. Vas-y et puis mets les sous-titres et puis tu verras que ça va aller. D'accord? Donc il y a Tio aussi qui est bien, moi j'aime bien. Donc tous ces gars-là, je les connais pas, hein. C'est des gens que je suis. D'accord? Côté motivation, j'aime bien ces deux-là. Il y a Snooji, no, Snooji, no. Je sais pas si ça se prononce comme ça, mais voilà, il fait souvent des interviews d'entrepreneurs. Donc ça, c'est intéressant. C'est vraiment motivant, tu vois, des gars au state, le gars, il arrive dans sa home. Hi, homie, shout out my nigga. Ouais, tu vois, c'est cool. Donc voilà. Côté marketing, bon, Alex, hein, pas Alex Hitchen, mais Alex Hormozy. Donc Hormozy, lui, franchement, il a des années-lumière et tout, etc. Donc vraiment, il faut essayer de le suivre. Et enfin, agence digitale, j'aime bien un mec qui s'appelle Minozan. Voilà, je l'aime bien. Et Valentin Henley, c'est un Français, je crois. Bon, je sais pas, hein. Mais en tout cas, il parle français. Donc, shout out my nigga, Minozan. Shout out my nigga, Valentin Henley. Si ça se trouve, peut-être dans quelques années, je vais passer sur leur chaîne pour leur faire coucou. Ça me le plairait bien. Et il y a un petit mec que j'aime bien, un petit. Bon, il est peut-être plus âgé que moi. Salut Antoine Bougan. J'aime bien son contenu TikTok, tu vois. C'est le mec, il est posé, il est assis, il t'explique les trucs. C'est clair, c'est net, vraiment. J'ai beaucoup appris avec lui sur tout ce qui est TikTok, ads, etc. Je vous invite vraiment à vous abonner à sa chaîne. Vous allez apprendre beaucoup de choses. Voilà, tous ces gars-là, moi, je suis abonné et tout. Et n'hésitez pas à... Il faut consommer du contenu au maximum, les gars. Consommez du contenu. Abonnez-vous à ma chaîne. Je vais faire de mon mieux pour vous donner encore plus de valeur. J'espère que je n'ai pas été assez long et que ce contenu t'a permis d'avoir un comparatif assez concret sur les choses. Je pourrais revenir un peu plus en détail sur tout ça. N'hésite pas à t'abonner, mettre un commentaire pour m'encourager, ce qui t'a pas plu, ce qui t'a plu, etc. Vas-y, dis. C'est mes premières vidéos, j'ai pas forcément de caméra, j'ai pas forcément de micro pour le moment, mais au fur et à mesure, je vais essayer de m'améliorer. Merci encore d'avoir regardé cette vidéo. Mets un pouce, un like, abonne-toi, partage, et puis on se capte sur la prochaine vidéo. Ciao!